Un autre exemple de ce qu'on peut observer, qui interroge beaucoup l'aménageur, c'est ce qui se passait par exemple en matière de stationnement des voitures. Nous avions observé que les parkings du Mirail, immenses, surdimensionnés, pour un certain nombre d'entre eux étaient parfaitement vides et qu'à l'opposé, les voitures des habitants du Mirail s'entassaient littéralement sur les trottoirs, aux grandes dames, au fond, des urbanistes. Mais pourquoi les habitants n'utilisent-ils pas les parkings faits pour garer les voitures? Eh bien, effectivement, entendre les habitants, c'était se rendre compte que pour un habitant, il était important de pouvoir, de son 9e, de son 5e, regarder la voiture, avoir la voiture sous l'œil en permanence, et que donc les parkings qui étaient à l'arrière des bâtiments, qui étaient inaccessibles au regard des habitants, eh bien, étaient des parkings vides, parce que pour les habitants, garer sa voiture, c'était aussi pouvoir la surveiller et pouvoir observer ce qui s'y passait. Donc voilà autant d'éléments qui montrent l'intérêt à entendre les habitants et inviter là les urbanistes aménageurs à tenir compte de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence habitante des lieux ou le génie des habitants sur les lieux, la manière que les habitants ont de s'approprier, de circuler, de traverser les lieux. Plus récemment, nous avons conduit des entretiens avec des habitants des différents quartiers du Grand Mirail en plein bouleversement, c'est-à-dire en pleine période de démolition, environ une quinzaine d'entretiens par quartier, pour essayer de faire surgir derrière ces archétypes du Grand Mirail la réalité, une autre réalité de ces quartiers. Alors ce travail de recueil, il demande d'abord des soins, il demande un temps d'approche, il demande un temps de familiarisation, en particulier pour parvenir à inscrire l'entretien dans un autre jeu de rôle que celui que j'ai mentionné tout à l'heure, créer de la confiance, créer une situation où la conversation n'est pas volée, expliquer à quoi va servir cette collecte, expliquer le contexte, le formuler, formaliser aussi le recueil de ces données, par exemple pour que les récits puissent être déposés, archivés. Nous avons fait le choix de n'en déposer que certains en assumant parfaitement la subjectivité de ces choix, car il ne s'agit pas là de fétichiser ou de sacraliser la mémoire des habitants ou de l'ériger en culte, ce qui serait une manière de la rendre stérile, mais bien de la considérer comme un matériau qui rend compte à un moment donné d'une réalité, un discours qui est produit par les habitants, ce discours n'étant pas indépendant du regard porté sur les quartiers au moment où ce discours est recueilli, mais un discours qui permet de faire surgir d'autres histoires. Nous ne l'avons pas fait pour accompagner la démolition. Notre propos n'était pas celui de beaucoup de travaux mémoriels en France qui sont menés à l'occasion des démolitions, dans des logiques d'atténuation du drame ou d'adaptation à la perte. On pourrait dire là que le recueil du récit des habitants a une fonction presque thérapeutique, où le recours à la mémoire sert à faire passer ou à aider à digérer un événement dramatique. Ces opérations de sollicitation mémorielle au moment de la démolition, lorsqu'elles ne visent pas d'abord la volonté de fournir un exutoire au désespoir d'habitants, dont on détruit non seulement le cadre de vie, mais ce qu'ils y ont vécu, eh bien, lorsque le parti pris de ces opérations n'est pas celui-là, il y a risque à imaginer que la transmission de cette histoire puisse redonner de la valeur à des lieux, puisqu'on l'opère précisément au moment où on démolit le quartier. Il y a là un paradoxe à vouloir par la mémoire redonner de la valeur à des lieux au moment précisément où la démolition est l'aboutissement de leur disqualification. En matière de méthodologie également, nous avons voulu dépasser la collecte de simples souvenirs, de simples témoignages, pour essayer là d'interpréter, dans la perspective d'enrichir l'histoire de ces quartiers. Avec deux difficultés, ces sites, les quartiers d'habitat social, sont aujourd'hui des sites surexploités,
par des enquêtes et des initiatives à répétition qui visent au recueil de la parole des habitants. Il y a foison de films, d'initiatives prises par des associations, prises aussi par les écoles. On recueille les photos, on appelle à la parole. Autant d'initiatives dont on perd la trace, d'initiatives qui se perdent. Et on rencontre du coup beaucoup dans ces quartiers, de la part des habitants, ces questions « à quoi bon ? On a déjà, à quoi cela va-t-il servir ?» Et d'autre part, autre difficulté qui n'est pas mineure, l'histoire de ces quartiers rencontre évidemment d'autres histoires et susciter les récits des habitants sur ces quartiers, c'est rencontrer parfois d'abord la mémoire de l'immigration, celle de la colonisation. Alors, à quoi a pu servir ce travail que nous avons mené et que peut-on en retenir ? D'abord, on peut dire que les récits des habitants sont des récits qui sollicitent la mémoire et que cette mémoire est bien souvent sélective. D'abord, elle valorise souvent le souvenir, donc le bon vieux temps. L'idée qu'il faut retenir là, c'est l'idée qu'au fond, on vit dans un lieu qui n'est peut-être pas bien beau, c'est ainsi qu'il est désigné et décrit par les autres, mais autrefois, on y était tellement bien. C'est intéressant là d'observer qu'il est difficile, même pour les habitants de ces quartiers, dans le contexte de disqualification portée sur ces quartiers, de dire « on y est aujourd'hui bien, aujourd'hui ». Et donc, au fond, le discours positif qui peut être vécu est souvent renvoyé à hier. Je l'ai dit, cette mémoire, elle est sélective. Ça veut dire aussi que les habitants choisissent les événements, les bricolent, reconstruisent, réagencent la réalité et qu'il faut assumer la part du bricolage avec les faits qu'ils contiennent, mais l'assumer parce que ces bricolages ou ce bricolage a un sens. Il raconte une histoire, une autre histoire qui oblige à réinterpréter les faits. Par exemple, il est intéressant d'entendre la manière dont les habitants des quartiers du Grand Mirail racontent les événements de 2005 qui ont marqué l'histoire toulousaine et marqué l'histoire nationale. Souvenez-vous des émeutes, de cette dramatisation autour d'un certain nombre de faits dans les quartiers. Bien, il est intéressant d'observer que dans la mémoire des habitants, les habitants font l'impasse sur les événements de 2005, ils n'en parlent pas. Ce ne sont pas des événements qu'ils racontent et qui scandent au fond leur quotidien, alors qu'ils ont traumatisé, on peut dire, à la fois la société française et la société toulousaine. Par contre, l'événement majeur pour les habitants de ces quartiers, c'est 1998 et c'est la mort d'un jeune, la mort de Pipo, qui, à l'échelle des quartiers, est devenu une véritable figure, un héros, et un héros dans l'ensemble des quartiers, dans tous les quartiers, au point où les habitants d'Ampalo sont persuadés que Pipo habitait Ampalo, alors que Pipo habitait Rennery. Tout ça pour montrer l'écart qu'il peut y avoir avec l'histoire qui est racontée sur ces quartiers et puis les faits qui organisent, du point de vue des habitants, leur histoire dans ces quartiers.